Voici une des 3 rencontres de Sophie, réalisées le samedi 13 juillet 2024 au Salon du Livre de Granville, intitulé Granville se livre. Pendant tout le week-end, une 60aine d'auteurs en tout genre sont venus à la rencontre d'un public nombreux dans la salle de RL et dans des conférences à l'extérieur grâce au beau temps. Selon son nouveau président Dominique Monneron, l'idée est de proposer chaque année une fête du livre et de la lecture sous toutes ses facettes, romans, jeunesse, BD, essais, reportages. Promenant mon micro, j'ai choisi, ou le hasard m'a fait choisir, quelques rencontres particulières. Pour cette première rencontre de Sophie, je vous propose 4 interviews avec Ella Balert, romancière, nouvelliste, poète et dramaturge née à Avranches et déjà interviewée par les Rayons et les Ondes pour ses nombreux ouvrages très variés, notamment son recueil de nouvelles de 2020 Poisson rouge et autres bêtes aussi féroces, et son roman de 2022 Le Contrat. Elle vient de publier en mai 2024 De plumes et d'ailes, aux éditions des femmes, un texte inclassable, malicieux et émouvant, qui raconte 30 ans de vie sous pseudo, dans un abécédaire original où se croisent confessions, éclairages historiques, témoignages et réflexions. La forme courte du fragment permet de piocher ce que l'on souhaite. À partir de cas concrets, le sien ou d'autres, Romain Gary, Stendhal, Ella Balert s'interroge sur le nom de plume et plus largement sur l'importance des noms qu'on reçoit ou qu'on se donne et sur la notion d'identité. Deuxième interview avec Evelyne Bloch-Dano, voisine de stand d'Ella Balert, avec qui elle discute d'ailleurs dans mon interview. Passionnée comme elle par George Sand, elle est liée à la Normandie par Cabourg, où elle est membre du cercle littéraire proustien de Cabourg-Balbec. Elle a tenu au magazine littéraire une chronique mensuelle sur les maisons d'écrivains. Elle est critique littéraire aussi à Marie-Claire et au magazine littéraire. Et membre du jury du prix Femina depuis juin 2015. Après avoir écrit de nombreuses biographies de femmes, elle a publié en 2024 son premier roman, Violette et Stella, aux éditions Stock, une histoire de femme. Troisième interview avec Dominique Fabre, un romancier venu lui des Alpes, mais attaché à Dieppe et invité à Granville par la petite fille de Béatrice Beck pour parler de cette romancière qu'il aime beaucoup, et aussi pour présenter son dernier livre, Gare Saint-Lazare, aux éditions Fayard. Et nous finirons cette première rencontre de Sophie dédiée au festival Granville se livre par une petite interview de son nouveau président, Dominique Monneron. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Granville au Salon du Livre. C'est 13 et 14 juillet. Je retrouve une autrice que je connais bien maintenant et que mes auditeurs peuvent connaître bien aussi, puisque j'ai déjà fait des rencontres de Sophie, des paroles et musiques avec elle. C'est Ella Balert, originaire d'Avranches, mais qui a des liens aussi avec Granville, enfin tout le Sud-Manche. Bonjour Ella. Bonjour Sophie. Vous venez présenter vos livres, alors il y en a des plus anciens, mais il y a un nouveau. Alors on peut parler quand même du grand roman là, qui a beaucoup de succès, parce que je vois que ça part comme des petits pains. Hein. Celui-ci, le contrat. Oui, le contrat, il est paru il y a 2 ans à peu près. C'est un roman à tiroir, un roman à rebondissement, c'est un roman à surprise. Un enfant né la première page, il faut attendre la dernière page pour savoir ce qu'il devient. Et entre-temps, il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnages autour de contrats que les uns doivent signer avec les autres. Oui, alors ça s'appelle Le Contrat et en fait, il y a une référence un peu à un pacte faustien avec le diable. Oui, parce que dans la première partie du roman, un éditeur que j'appelle un éditeur thanatographe, c'est-à-dire spécialisé dans la publication des derniers romans ou des derniers textes, va proposer de signer un contrat donc à une autrice, à condition que ce soit son dernier texte. Et tous les moyens sont bons pour que les auteurs écrivent un texte mais n'en écrivent plus aucun après. Oui, alors quand vous dites à tiroir, ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de fiction. Hein. C'est beaucoup de surprises. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de rebondissements. C'est dans un ensemble un peu baroque, oui. Et puis, vous avez un nouveau livre qui n'est pas un roman, mais qui est sur vous, mais qui peut toucher tout le monde, c'est ça? Oui, ça s'appelle De plumes et d'ailes. De plumes parce que c'est un texte sur le nom de Plume, puisque Balert était un pseudonyme. Et pendant 30 ans, donc, j'ai publié sous ce nom de Plume d'Ella Balert et dont je donne l'origine et la motivation dans ce texte. Ça se présente sous forme d'abécédaire
avec donc des entrées multiples, on le lit dans l'ordre ou pas, comme on veut. Et je fais aussi des témoignages d'auteurs qui ont choisi d'autres pseudonymes. Et je donne aussi des fiches pratiques, voilà. Et en même temps, donc c'est un côté très autobiographique, puisque je raconte quelle a été ma motivation, moi, il y a 30 ans. Mais effectivement, au-delà de la question du pseudonyme littéraire, ce qui m'a intéressé de travailler là-dessus, au-delà aussi de mon propre cas, c'est que ça touche toutes les questions d'identité et qu'on s'aperçoit que tout le monde est concerné par ces questions de qu'est-ce qu'une identité, qu'est-ce qui fait que ça change, que ça bouge, à quoi on touche quand on touche au nom. Voilà, toutes ces questions assez essentielles qui finalement nous concernent tous. Et les liens, oui, est-ce que ça peut représenter nous, les noms, les prénoms Oui, le nom dispose, ça possède un pouvoir véritablement magique, le nom. On le voit bien dès qu'on nomme un individu ou dès qu'on nomme quelque chose, on prend pouvoir sur cette personne. C'est l'histoire quand on donne son nom au mariage. Nommer ses enfants aussi. Oui, de toute façon, la nomination est un acte vraiment à l'origine du monde. Hein, mais en plus, oui, il peut y avoir des effets vraiment de prise de possession, voire d'emprise par l'intermédiaire du nom, parce que ça relève de la pensée magique, le nom. Il y a quelque chose, effectivement, de cet ordre-là que tout le monde constate. Hein. Et par exemple, je prends le cas de Molière, par exemple, qui s'appelait Jean-Baptiste Poquelin, dont on peut très bien... une des hypothèses de ce pseudonyme, c'est qu'il faut décomposer le Molière en mot plus loin hier, et que... Ah bah si. Et que donc Molière, qui était malade des poumons, comme on sait, a choisi peut-être ce pseudonyme parce que le lierre était doté de vertus médicinales et qu'il pouvait guérir notamment les affections pulmonaires. Et donc Poquelin, en choisissant le nom de Molière, confie à ce pseudonyme sa postérité, ses textes, mais aussi ses poumons. Et voilà, donc je trouve que là, c'est vraiment très, très révélateur de ce pouvoir magique du nom, quoi. Et donc, pour les auteurs, mais aussi au-delà, pour tout le monde, quoi. Ouais. Oui, de toute façon, on voit bien, les pseudonymes se multiplient avec le développement de métavers. On adopte tous des pseudonymes, alors qu'ils ne sont pas forcément destinés à ce qu'on vive entièrement sous ce pseudonyme. Ce qui est le cas d'une vie sous pseudonymie littéraire, mais même toutes les analyses montrent que quand les internautes qui choisissent un pseudonyme juste pour pouvoir visiter un site 3 minutes par jour, ils se posent la question de comment on fait pour choisir le nom. Est-ce que c'est un anagramme? Est-ce que c'est une référence à une communauté, à une origine, à un lieu? Et finalement, toutes ces questions-là qu'on retrouve dans le choix de la pseudonymie littéraire se pose pour tout le monde dès qu'on adopte un pseudonyme d'internaute, par exemple. Et alors, quelques infos sur un nouveau livre en cours? Il est commencé puisque je suis en résidence d'écriture. Oui, non. Et en l'occurrence, non, il est commencé parce que j'ai la chance de disposer d'une résidence d'écriture sur plusieurs mois. Et donc, le principe de ces dispositifs pour les auteurs, c'est qu'ils sont rémunérés pour écrire sur un projet littéraire, moyennant quelques interventions et animations. Donc c'est un formidable dispositif d'aide à l'écriture et j'ai donc un texte en cours dans le cadre de cette résidence. À quel endroit? Ça sera pas ici. Alors là, j'ai fait une première résidence dans la région d'Orléans et actuellement je suis en résidence jusqu'à fin 2024 à Damary-Lélis avec la médiathèque. Et donc vos livres sont toujours édités par l'édition féminine? Oui, voilà, les 5 derniers ouvrages. Celui qui vient de paraître sont publiés aux éditions des femmes. Eh bien merci, alors on attend la suite. Merci beaucoup Ella Balert. Sophie. La voisine d'Ella Balert s'appelle Evelyne Bloch-Dano. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors j'aime bien commencer avec le territoire, que ça soit la Grandville, la Normandie, la Bretagne, l'Ouest. Enfin, il n'y a aucun lien entre mes livres et mon territoire. D'accord, mais en tout cas, moi je suis parisienne, ouais. J'habite la région parisienne et la Normandie. Ah, vous avez quand même un lien avec la Normandie. Ah, j'ai un lien avec la Normandie très fort, oui, j'ai une maison près de Cabourg. Oh. Voilà, donc c'est un petit peu plus une autre partie de la Normandie. Alors, il y a des livres là qui ont un lien avec le terroir, si on veut, les jardins de papier, sur les jardins d'écrivains et sur l'histoire des jardins. Ou bien les maisons d'écrivains, parce que pendant 15 ans, j'ai eu une chronique au magazine littéraire. Je me suis occupée de maisons d'écrivains dans le monde entier.
Donc j'ai visité, je sais pas, 150, au moins 150 maisons d'écrivains. Et là, il y en a 100 dans ce livre. 100 maisons d'écrivains un peu partout en France et aussi ailleurs. Mais je dirais que c'est surtout mon travail a surtout porté sur des femmes, sur des biographies de femmes. Donc on parlait de l'édition des femmes et on reste avec les femmes. Madame Zola, qui était la première biographie, qui était vraiment la première fois c'est un travail à la fois de recherche, mais c'est une biographie qui se lit facilement sur l'histoire de Madame Zola, de la femme, donc de l'épouse d'Émile Zola, qui a partagé sa vie pendant 38 ans. Et qui a continué sa lutte après sa mort. Hein. Absolument, et qui a partagé son combat pour en effet faire sortir Dreyfus de son enfermement, et puis qui a continué le combat, en effet. C'était une femme extraordinaire, qui est un peu une héroïne dans sa jeunesse, une héroïne à la Zola, et puis qui va petit à petit grimper, je dirais, un peu les échelons aux côtés de son mari. Et il y a une belle histoire aussi, moi je m'étais penchée sur sa vie, il y a quand même une très belle histoire intime. Oui, alors il se trouve que mon roman, ma biographie, pour la première fois montrait que Alexandrine Zola avait un secret, qui était parce qu'elle avait détruit tout ce qui précédait sa rencontre avec Zola. Ah oui. Et donc on ne comprenait pas pourquoi. Et en réalité, elle avait eu un bébé qu'elle avait à 20 ans, qu'elle avait abandonné aux enfants trouvés parce qu'elle ne pouvait pas l'élever, comme ça se pratiquait très souvent. Ensuite, elle n'aura plus d'enfants avec Zola. Mais Zola va avoir une fille et un garçon avec sa maîtresse, Jeanne Rosereau. Et Madame Zola va petit à petit s'attacher à ses enfants. Et après la mort de Zola, elle va continuer non seulement à verser sa pension à Jeanne Rosereau, à la maîtresse, mais surtout à s'occuper des enfants. Et c'est elle qui a transmis le nom de Zola aux descendants. Donc c'est une belle histoire. Bon, j'ai écrit beaucoup de biographies de femmes, mais là il n'y en a que 2. Et aussi Madame Proust, même chose, c'est le seul livre sur la mère de Marcel Proust. Et là, c'est un peu, évidemment, un registre un peu différent. Et là, c'est un roman, parce qu'après avoir écrit pendant presque 30 ans des biographies, des essais, eh bien, j'ai publié un roman qui est sur l'amitié entre 2 femmes. Donc, c'est encore un peu une histoire liée aux femmes, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des hommes aussi dans l'histoire, qui s'appelle Violette et Stella. Voilà. Donc, et ça, c'est récent Ça, c'est sorti il y a quelques mois. Ah oui, donc c'est très récent. C'est très récent. Ouais. Vous voyez, c'est un roman plutôt joyeux, plutôt optimiste, mais qui raconte un peu les hauts et les bas aussi d'une amitié, avec l'amitié d'enfance, avec ses moments forts, ses moments plus faibles, ses rencontres. Voilà. Et là, la région qui est évoquée, cette fois-ci, ça n'est pas la Normandie, c'est la Touraine. La Touraine. Bon. Voilà. Mais enfin, bon, c'est... Et moi, ça me revient maintenant en vous écoutant, et vous avez parlé des maisons d'écrivains, et je pense que, et c'est peut-être pour ça que vous connaissez des gens dans ce salon du livre, parce que vous étiez intervenu pour les rencontres Victor Hugo, il me semble. Sur le thème des maisons d'écrivains. Oui, absolument. Ah, voilà. Oui, avec Julie Wolkenstein. Ouais. Oui. Parce que ça a été vraiment, les maisons d'écrivains, c'est un peu ça a été longtemps un peu ma spécialité, si j'ose m'exprimer ainsi. Parce que je pense que je suis la personne qui en a le plus visité et écrit, toujours en essayant d'adopter finalement c'est une vision assez subjective, hein, c'est pas du tout un guide, mais en même temps on peut se balader avec, on peut se promener, on peut les visiter. Mais vous avez raison, mais je suis venue assez souvent dans ce salon. Là je vois dans votre livre mes maisons d'écrivains, que vous avez consacré un chapitre sur George Sand à Nohant, et j'ai publié un livre sur George Sand à Nohant, Drames et Mimodrames. Et là, tout à l'heure, j'étais avec Mona Ozouf qui a parlé de la correspondance George Sand et Flaubert. Et
c'est vraiment George Sand pour moi, c'est... Je crois que si, de tous les écrivains, s'il y en avait un que j'aurais vraiment, ou une en l'occurrence, vraiment aimé connaître, c'est George Sand. Pourtant, j'ai d'autres admirations, hein, mais elle, je crois que c'est vraiment une femme exceptionnelle. Elle avait moi j'ai retrouvé des textes un jour en cherchant sur l'écologie, etc. Elle avait une vision sur l'écologie, elle avait annoncé plein de choses en plein siècle de la révolution industrielle. Hein. Ah oui, bien sûr. Et puis c'était une écologie, je dirais, vécue et pratiquée, parce que voilà, elle s'occupait énormément de son jardin et on voit bien dans ses romans. Moi, j'ai écrit un livre aussi sur George Sand qui s'appelle Le dernier amour de George Sand sur l'histoire d'Alexandre Manceau, parce qu'elle a rencontré, au fond, on parle toujours de Chopin et de Musset, mais l'homme avec lequel elle a eu vraiment une relation, on pourrait dire avec des guillemets conjugales, c'est Alexandre Manceau, qui était un ami de son fils et elle a vécu avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Et il a fait en fait ce qu'elle faisait finalement souvent avec ses compagnons, c'est-à-dire qu'il s'est occupé d'elle. Et il l'a entourée, il lui a simplifié la vie pour qu'elle puisse écrire. Pour une fois, les rôles se sont inversés. Les rôles se sont inversés. Et c'était un graveur. Et voilà, donc quand on vit comme ça le temps d'une biographie ou d'un livre, pour vous, quand on vit avec George Sand pendant quelques temps, je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais moi c'était vraiment du bonheur, c'est-à-dire que ça donne une énergie, c'est une femme qui donne de l'énergie. Bah surtout que George Sand, c'est infiniment varié ce qu'elle écrit. Sa correspondance, son journal, ses romans, il n'y en a pas. Enfin, vraiment, ils sont d'une diversité. Son autobiographie. L'histoire de ma vie, c'est absolument magnifique. Oui, c'est très varié. Ça ne s'ennuie pas, c'est vrai que ça donne la pêche, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Et sa vie aussi, enfin, est vraiment passionnante. Et dans la correspondance avec Flaubert, elle le rencontre en fait après la mort de Manceau. Donc un moment où elle est quand même assez seule malgré tout, même si elle retourne à Nohant, elle a son fils et ses petites filles. Mais il y a vraiment une espèce de lien qu'elle s'est créé avec les autres. Voilà, enfin bon, moi je suis intarissable quand il est question de George Sand. C'était à Gargilès, c'était dans la maison de Gargilès. La maison de Gargilès. Donc il y a plusieurs maisons. Voilà. Bon, je crois qu'il va falloir organiser quelque chose sur George Sand. Et donc je rappelle votre nom, Evelyne Bloch-Dano. Vous êtes, alors c'est paru chez Stock, hein, la plupart de Grasset, oui. Ouais. Oui, parce que j'ai suivi mon éditeur de Grasset chez Stock. Donc. Alors j'espère une prochaine fois, on parlera de George Sand. Merci. Je continue mon petit tour au salon du livre de Granville. Granville se livre. Et je suis avec Dominique Fabre. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous m'avez été recommandé par Ella Balert. Alors c'est un gage de qualité. Et je voulais vous demander, est-ce que vous écriviez s'il y avait un lien avec le territoire et pourquoi vous êtes venu à Granville? Alors je suis romancier. Le dernier livre que j'ai sorti s'appelle Gare Saint-Lazare aux éditions Fayard. Donc c'est pas régionaliste, on va dire. Quoique la gare Saint-Lazare, elle mène... Voilà, la gare Saint-Lazare, du côté rue d'Amsterdam, c'est la gare pour la Normandie. Et donc moi, la destination normande, on va dire, la plus fréquente pour moi, c'est Dieppe en fait, parce que j'y vais souvent. J'aime beaucoup cette ville. Granville, je suis allé une fois, mais je me rappelais pas quoi. J'étais en vacances, mais il y a très longtemps, je me souvenais plus. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à Granville alors? Alors j'ai été invité par Béatrice Shapiro parce que j'aime beaucoup une autrice qui s'appelle Béatrix Beck. Et c'est sa petite fille qui s'emploie à faire vivre son œuvre, c'est une magnifique écrivaine. Et voilà, donc elle m'a invité on parlera demain de Béatrix Beck et ce soir à 18h de mes livres à moi. Voilà. Ah oui, donc vous portez en fait à la fois vos livres et les livres d'une autrice. Je fais partie de la table ronde pour cette autrice parce que je l'aime beaucoup. Alors, pouvez-vous nous présenter vos romans? Combien de romans? J'ai publié 28 livres, principalement aux éditions Fayard, aux éditions de l'Olivier aussi. C'est des romans, il n'y a pas tellement c'est pas des romans de genre.
Le dernier, c'est Gare Saint-Lazare. Tout ce qui ne m'arrivera plus, ne se passera plus, je ne verrai plus à Gare Saint-Lazare parce que comme tous les petits banlieusards, je prenais le train, on passe notre vie dans le train entre Paris et Saint-Lazare, la banlieue. Et donc c'est tout ce qui s'y tisse, toutes ces rencontres parfois instantanées qu'on y fait, toutes les choses qu'on se dit sur des gens avec qui on ne parle pas mais qu'on voit tous les jours. Et puis aussi tous les changements de la gare qui sont aussi un changement de société sur 30 années qui font qu'au bout du compte, le monde où je vis encore n'est plus vraiment le monde où j'étais, où je me sentais moi-même. C'est la perte d'une innocence et aussi voilà, tous ces changements sociaux qui sont reflétés dans l'architecture, dans la façon dont on nous fait fonctionner dans les gares maintenant, où c'est aller d'un point A à un point B en passant par des tourniquets, si possible en achetant des trucs dans les boutiques. Et c'était pas comme ça avant, voilà. Donc c'est un livre sur les aventures de l'adolescence et c'est une sorte de biographie aussi, d'autobiographie à travers un personnage qui serait la gare, quoi. Ah ben c'est très original et très intéressant, oui. Donc c'est la gare pour parler de soi, mais aussi pour parler de la société. Voilà, c'est la gare pour parler de soi et quand les gens lisent le livre, les gens qui le lisent et que je rencontre ensuite parfois me disent « mais est-ce que tu savais ça ? Est-ce que tu connaissais ça ?» C'est-à-dire que chacun le lit avec sa propre mémoire. C'est ça qui est amusant pour moi. J'avais pas prévu ça, mais les gens, et je me croyais, et en fait c'est un livre très personnel, très autobiographique. Mais qui finalement se retrouve universel. Voilà, c'est-à-dire ce que je crois, c'est que l'intime, c'est la chose du monde la mieux partagée et c'est un petit peu l'idée que j'avais en écrivant ça. Alors merci, alors je rappelle votre nom Dominique Fabre et votre dernier roman qui s'appelle Gare Saint-Lazare chez Fayard, voilà. Merci beaucoup Dominique. C'est bien. Je profite quand même, il est très occupé, mais d'un petit instant pour interviewer le président du festival, Granville se livre, festival du Salon du Livre. Donc c'est Dominique Monneron. Et je vais lui demander quelques mots sur ce festival et cette organisation. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors comment ça se passe ? Vous êtes nouveau président, hein, c'est ça ? Oui, c'est le premier salon qui s'exerce, qui se déroule sous ma présidence. J'ai pris la présidence au mois d'octobre. En fait, le salon a été relancé après la crise sanitaire et le confinement à partir de 2022. Et on fait aujourd'hui un salon qui correspond à notre ambition, c'est-à-dire de permettre à la fois des auteurs locaux et des auteurs de plus de nos internationales de se retrouver, d'avoir beaucoup de conférences. On a pris le risque d'avoir toutes ces conférences, ça s'est bien passé aujourd'hui, on a eu du public un peu partout et donc le public a répondu présent, la météo a répondu présent, on est très heureux. Et alors ça existait il y a longtemps mais ça avait été arrêté, ça a repris. Oui, c'est ça. En fait, ce salon a existé, a commencé à être créé il y a une trentaine d'années par un auteur, Georges Fleury, qui était un auteur local qui avait eu une histoire auparavant dans les guerres des années 50. Et il avait une volonté qui était de réunir ses amis écrivains, qui pour certains avaient une certaine notoriété nationale. Et donc c'était une espèce de réunion amicale qui se tenait à l'occasion de ce salon du livre. Puis progressivement, c'était devenu un salon avec les auteurs locaux, d'ailleurs souvent édités à compte d'auteurs, et pour qui c'était une occasion de vendre des livres. Voilà. Et là, on a voulu sortir un peu de cette pure logique vente de livres pour se mettre dans une logique soutien de la lecture et du livre et festival du livre qui permet de découvrir le livre sous toutes ses facettes, que ce soit le livre jeunesse, la BD, le roman, les essais, les reportages. Et en fait, vous mélangez les auteurs locaux et internationaux. Voilà, c'est ça. De toute façon, cette nuance, elle n'est pas si évidente que ça. Ouais. En fait, il y a de bons auteurs et c'est ça qui compte. Et on essaye de trouver, sur le plan local, des auteurs de qualité à qui on peut demander de participer. Et puis, effectivement, de profiter de l'effet d'entraînement de têtes d'affiche un peu plus connues et qui permettent qu'on ait des visiteurs et qui peuvent, on l'espère, faire de belles découvertes à l'occasion du salon. Alors une dernière question, vous, votre lien avec le territoire et comment on vous a proposé de reprendre ce salon ? C'est comme souvent sur ce territoire, une histoire d'amitié, une histoire de bénévolat. J'ai fait partie de l'association en étant sur le territoire depuis très longtemps et puis très intéressé par ces sujets du livre. Et donc l'année dernière, quand Jean-Noël Benoît, le président, a souhaité mettre fin à son mandat,
Il m'a demandé si j'étais prêt à prendre le relais. Effectivement, ça me faisait très plaisir de travailler à ce projet dont je pense qu'il est important pour la valorisation du territoire. Et alors, vous êtes nombreux, hein, je crois, comme bénévoles, non? Il faut dire. Non, on n'est pas si nombreux que ça. On est une vingtaine aujourd'hui de bénévoles. Alors on essaie d'être efficace, voilà, c'est ça. On va dire que c'est comme ça. Mais peut-être que le succès venant, au fur et à mesure, on aura de plus en plus de bénévoles avec nous. Et puisqu'on parle de chiffres, combien d'écrivains sont là? Alors aujourd'hui, on a environ une soixantaine d'auteurs. On a organisé une vingtaine d'entretiens, 4 tables rondes. Et on table sur un public de 2 à 3 000 personnes qui devraient passer dans le salon dans les 2 jours. Bon, merci beaucoup et bon week-end Salon du Livre. Merci, au revoir.